C'était censé n'être qu'un appel de routine, un évier qui fuit, 15 minutes et puis s'en va, mais quand j'ai ouvert la porte ce mercredi d'octobre et que Théo s'est tenu là, 27 ans, torse moulé dans un t-shirt gris trempé de pluie fine, boîte à outils à la main et regard clair qui a buté sur moi comme sur un mur, quelque chose en moi a craqué net. Moi qui, à 54 ans, croyais le désir enterré sous 6 ans de solitude. De silence et de drap froid, j'ai senti mon cœur cogner si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Et lui, déjà rouge, déjà tremblant, a murmuré « Bonjour, c'est pour la fuite ». D'une voix rauque qui m'a traversé le ventre comme une décharge. En une seconde, tout a basculé. Je n'étais plus l'homme invisible que plus personne ne regarde, j'étais vivant, brûlant, prêt à tout faire sauter pour un seul de ces regards qui durait une fraction de trop. Dans la grande maison bourgeoise de la rue Beaurepaire, le silence est si dense qu'on entendrait une aiguille tomber sur le parquet. Claire, 54 ans, est assise à la table de la cuisine, un bol de thé refroidi devant elle. Elle regarde depuis 10 minutes la petite flaque qui s'étale lentement sous l'évier, comme si cette fuite était la preuve vivante que tout, autour d'elle, finit par céder. Elle n'a pas appelé tout de suite. Pendant des jours, elle a vécu avec le goutte-à-goutte régulier, presque hypnotique, qui résonnait dans la maison vide. Elle se disait que ça pouvait attendre, comme le reste. Les volets qui grincent, la peinture qui s'écaille, les photos de mariage rangées face contre le mur dans le grenier. À quoi bon réparer quand plus personne ne vient? Mais ce matin-là, la flaque a gagné le carrelage jusqu'à ses chaussons. Claire a soupiré, pris son téléphone, cherché « Plombier Saumur Urgence » et composé le premier numéro. Une voix jeune, posée, presque timide, a répondu « Allô, oui ». Elle a donné son adresse sans réfléchir. « Je passe cet après-midi », a-t-il dit. Elle n'a même pas demandé son prénom. Elle n'attendait rien. Vraiment rien. À 14h30 précise, la sonnette retentit. Claire traverse le vestibule aux tomates usées, ajuste machinalement une mèche grise derrière son oreille, geste qu'elle n'a plus fait depuis des années, et ouvre la porte. Et là, le monde vacille un instant. Sur le perron se tient un garçon, non, un homme, de 27 ans tout au plus. Grand, large d'épaules, peau hâlée par les chantiers, cheveux châtains en bataille, un léger duvet de barbe. Un t-shirt gris élimé moule son torse sans ostentation, une ceinture à outils pamba sur ses hanches. Il tient une boîte métallique cabossée et la regarde avec des yeux clairs, presque trop clairs, qui s'écarquillent une fraction de seconde en la découvrant. « Bonjour, c'est moi que vous avez eu au téléphone. » Sa voix est grave, un peu rauque, avec cet accent léger du coin qui fait traîner les R. Il sourit, mais le sourire reste coincé au bord des lèvres, comme s'il ne savait pas trop s'il avait le droit. Claire sent son cœur faire un bond ridicule, presque adolescent. Elle cligne des yeux, se ressaisit, s'efface pour le laisser entrer. L'évier est par là. Il passe devant elle. Elle hume, malgré elle, l'odeur de lessive bon marché, de métal chaud et d'une pointe de sueur saine. Ses pas font craquer le parquet ancien, il semble remplir tout l'espace sans le vouloir. Dans la cuisine aux meubles crème patinée, Théo s'agenouille aussitôt, ouvre l'évier, sort une lampe frontale. Claire reste debout près de l'îlot central, bras croisés, feignant de consulter son téléphone. En réalité, elle ne voit que lui. La nuque penchée, les tendons qui saillent quand il serre une clé, les avant-bras où roulent des veines sous la peau dorée. Il travaille en silence, concentré, mais elle perçoit la tension dans ses épaules. Il sait qu'elle observe. Un long moment passe, seulement troublé par le cliquetis des outils et le goutte-à-goutte qui s'étue. Claire sent une chaleur lente monter dans sa gorge, dans sa poitrine, plus bas. Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas ressenti cela qu'elle met du temps à mettre un nom dessus. Désir. Brut, animal, presque douloureux. Elle s'approche, prétexte de lui tendre un chiffon. Leurs doigts se frôlent une seconde. Théo tressaille, elle voit la rougeur grimper jusqu'à ses oreilles. « Vous êtes doué », dit-elle doucement, sans quitter des yeux la ligne de sa mâchoire. « C'est juste une olive à changer, rien de méchant. » Mais sa voix a tremblé. Claire pose le chiffon sur le plan de travail, reste là, trop près. Elle sent la chaleur qui émane de lui, l'odeur de sa peau. Elle voit la pomme d'Adam de Théo monter et descendre. « Vous voulez un café ?» propose-t-elle, alors qu'il n'a pas fini. « Non merci, ça va. » Il se redresse un peu trop vite, se cogne légèrement la tête sous l'évier, jure entre ses dents. Claire sourit malgré elle. Il se relève enfin, essuie ses mains sur un torchon qu'il sort de sa poche arrière. Il est plus grand qu'elle d'une tête, elle doit lever les yeux. Il évite son regard, fixe un point derrière elle. C'est réparé. Ça devrait tenir. Merci, Théo. Elle prononce son prénom pour la première fois, lentement, comme on goûte un vin rare. Il hoche la tête, range ses outils avec des gestes un peu trop brusques.
Claire sent qu'il cherche à partir, et en même temps qu'il reste planté là, hésitant. Elle fait un pas vers lui. Une seule. Suffisamment pour que l'espace entre eux devienne électrique. « Vous êtes sûr que vous ne voulez rien ?» demande-t-elle encore, plus bas. Les yeux de Théo glissent enfin jusqu'au sien. Pendant 2 secondes, le masque tombe. Elle voit le trouble, la panique, et surtout le désir, vif, brûlant, qu'il tente désespérément de cacher. Il recule d'un pas, bute contre le tabouret. Faut que j'y aille. J'ai un autre chantier. Il attrape sa boîte, passe devant elle presque en courant. Sur le seuil de la cuisine, il se retourne une dernière fois. Si jamais ça refuit, vous m'appelez, hein? Sa voix est rauque, presque implorante. Promis, Théo. La porte d'entrée claque. Le silence retombe, plus lourd qu'avant. Claire reste seule dans la cuisine, le cœur cognant si fort qu'elle doit s'appuyer au plan de travail. Elle regarde la flaque qui ne goûte plus, le chiffon oublié sur l'îlot, l'empreinte encore tiède des baskets de Théo sur le carrelage. Et pour la première fois depuis 6 ans, elle se sent vivante. 8 jours exactement. 8 jours pendant lesquels Claire a vécu dans une étrange suspension du temps. Elle faisait les courses, recevait sa fille aînée pour un café trop rapide, arrosait les géraniums sur le balcon, mais tout était comme voilé. Chaque bruit d'eau qui coule dans la maison, la douche, la bouilloire, le lave-vaisselle, lui rappelait la nuque penchée de Théo, le frottement de son t-shirt sur ses épaules, le tremblement presque imperceptible de sa main quand leurs doigts s'étaient frôlés. Elle se surprenait à passer devant l'évier réparé, à ouvrir le placard dessous juste pour respirer l'odeur très légère de graisse et de métal qu'il avait laissé. Elle se haïssait un peu pour cela, et en même temps elle ne pouvait pas s'en empêcher. Le 8e soir, alors qu'elle se servait un verre de Sancerre dans la cuisine faiblement éclairée, le téléphone a vibré sur le marbre. Numéro masqué. Elle a décroché sans réfléchir. Allô. Un silence, puis cette voix grave qu'elle aurait reconnue entre mille. C'est Théo. Le plombier. Un frisson lui a parcouru l'échine. Elle posa son verre, lentement. Je passais dans le coin et je me suis dit que je pouvais vérifier si la réparation tenait toujours. Vous savez, des fois les joints se détendent. Elle sourit dans le noir. Le mensonge était si gros qu'il en devenait touchant. Tout va très bien, Théo. Mais, elle laissa passer 2 secondes. Il y a un petit problème dans la salle de bain à l'étage. Le robinet de la baignoire goutte un peu. Ça m'empêche de dormir. Un nouveau silence, plus long. Elle entendait presque son cerveau tourner à plein régime. Je peux passer demain après-midi, si ça vous va. Vers 15 heures? Parfait, répondit-elle d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu point. Elle raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Elle resta là, debout dans la cuisine, la main encore sur le téléphone chaud, et se rendit compte qu'elle tremblait. Pas de peur. D'anticipation. Le lendemain, elle se prépara comme on se prépare à un premier rendez-vous à 20 ans. Elle prit une douche longue, choisit une robe chemise en lin beige qui tombait juste au-dessus du genou, laissa 2 boutons de trop ouverts, mit un soupçon de parfum au creux des poignets et derrière les oreilles. Elle se regarda dans le miroir de l'entrée et se trouva ridicule, puis belle, puis ridicule à nouveau. Elle laissa les boutons ouverts quand même. À 15 heures pile, la sonnette retentit. Elle attendit 5 secondes, inspira profondément, et ouvrit. Théo se tenait là, dans la même tenue que la première fois, jean usé, t-shirt anthracite, boîte à outils. Mais cette fois il n'y avait plus de sourire poli. Il la regarda droit dans les yeux, et elle vit tout de suite qu'il avait mal dormi. Ses traits étaient tirés, ses cheveux plus en bataille, et il y avait une ombre de barbe plus fournie. Il avait l'air d'un homme qui s'est battu avec lui-même toute la semaine et qui a perdu. « Bonjour », dit-il simplement. Sa voix était rauque. « Entre », répondit-elle en s'effaçant. Il passa devant elle. Cette fois, il n'y eut pas d'odeur de lessive toute neuve. Il sentait la peau, le travail, une pointe de tabac froid. Il monta l'escalier sans attendre qu'elle le guide. Elle le suivit, consciente de chaque pas, du froissement de sa robe contre ses cuisses, du grincement familier de la 3e marche. Dans la salle de bain aux carreaux anciens, la lumière d'octobre tombait en oblique par la haute fenêtre. Théo posa sa boîte, s'agenouilla devant la baignoire, ouvrit le robinet. Il goûtait effectivement, 3 gouttes toutes les 10 secondes. Il avait dû desserrer la vis exprès la veille au soir. Il fit semblant d'examiner le joint, mais ses gestes étaient trop lents, trop mécaniques. Claire s'appuya au chambranle, bras croisés sous la poitrine, et l'observa en silence. L'air était si chargé qu'on aurait pu le couper au couteau. Au bout d'une minute qui parut une éternité, elle parla, très doucement. « Tu n'es pas venu pour le robinet, Théo. » Il s'effigea. La clé à molette resta suspendue dans sa main.
Il ne se retourna pas tout de suite. Quand il le fit, ses yeux étaient sombres, presque noirs dans la lumière tamisée. Non, avoua-t-il dans un souffle. Je suis pas venu pour le robinet. Elle fit un pas vers lui. Puis un autre. Jusqu'à ce qu'elle soit juste au-dessus de lui toujours agenouillé. Elle tendit la main, effleura sa joue rugueuse de barbe naissante. Il ferma les yeux, comme si ce simple contact le brûlait. J'ai pensé à vous toute la semaine, dit-elle. Toute la semaine. Moi aussi. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux, les ébouriffa doucement. Claire, murmura-t-il. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Cela sonna comme une reddition. Elle se pencha, posa ses lèvres sur les siennes. D'abord doucement, presque timidement. Puis il lâcha la clé, qui tomba avec un bruit métallique sur le carrelage, et ses mains vinrent saisir ses hanches à travers le lin de la robe. Le baiser devint profond, urgent, désespéré. Il se redressa d'un bond, la plaqua contre le mur carrelé froid, et elle sentit toute la force contenue de son corps contre le sien. Ils ne parlèrent plus. Les mots étaient inutiles. Il la souleva sans effort, ses mains sous ses cuisses, et la porta jusqu'à la chambre voisine, sa chambre, avec le grand lit ancien au drap blanc. Il la déposa comme si elle était précieuse et fragile, puis resta là, debout, haletant, à la regarder. Elle défit lentement les derniers boutons de sa robe, la laissa glisser à terre. Il ôta son t-shirt d'un geste brusque. La lumière dorée d'octobre baignait leur corps. Il avait la peau chaude, presque brûlante. Elle, des courbes encore fermes, des seins lourds, des hanches marquées par la vie. Il la regarda comme on regarde un miracle, avec une sorte de révérence mêlée de faim. Ils tombèrent sur le lit. Les draps se froissèrent. Il y eut des soupirs, des souffles mêlés, des mains qui cherchaient, des bouches qui s'ouvraient. Il fut à la fois tendre et vorace, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il allait trop vite, et en même temps comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Longtemps après, quand le soleil commença à décliner derrière les volets mi-clos, ils restèrent allongés côte à côte, essoufflés, en sueur, incrédules. Il traçait du bout des doigts des cercles sur son épaule, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Je n'ai jamais fait ça, murmura-t-il enfin, la voix cassée. Elle tourna la tête, posa un baiser sur son poignet. Moi non plus. Pas comme ça. Ils restèrent ainsi un long moment, dans le silence apaisé de la chambre. Dehors, les feuilles mortes tombaient lentement sur la Loire. Dedans, deux corps encore tremblants apprenaient à se reconnaître. Quand il partit enfin, le soir tombait. Il s'habilla en silence, l'embrassa une dernière fois sur le pas de la porte, longuement, presque douloureusement. « Je peux revenir ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle sourit, effleura sa lèvre inférieure du pouce. « Quand tu veux, Théo. Quand tu veux. » Il partit dans la nuit fraîche. Elle referma la porte, s'y adossa, et resta là longtemps, le cœur en feu, le corps encore vibrant. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne dont on ne revient pas. Et elle n'avait aucune envie de revenir en arrière. Le troisième appel arriva exactement 7 jours plus tard, un mardi de fin octobre où le ciel était si bas qu'on aurait dit que la Loire allait déborder dans les rues de Saumur. Claire était dans le salon, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait pas, quand le téléphone vibra sur la faisant sursauter. Le nom, Théo, s'afficha en toutes lettres. Elle l'avait enregistré après la deuxième fois, sans se poser de questions. Elle décrocha à la première sonnerie. « Salut », dit-il simplement. Un seul mot, mais sa voix était déjà plus basse, plus assurée que les fois précédentes. Plus rien de la politesse nerveuse du plombier. « Salut », répondit-elle, et elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. « J'ai un créneau cet après-midi. Vers 16 heures. Si tu as encore un robinet qui goutte. » Un silence, puis il ajouta, presque dans un souffle. « Ou même si tu n'en as pas. » Elle sourit dans le vide. « J'en ai toujours un, Théo. » Viens. Elle passa l'heure suivante dans un état second. Elle ne prit même pas la peine d'inventer une fuite crédible. Elle rangea juste 2 verres qui traînaient, éteignit toutes les lumières du rez-de-chaussée sauf celle de l'entrée, et mit une lampe à abat-jour dans le salon pour que la pièce baigne dans une pénombre dorée. Elle enfila une chemise d'homme en lin blanc, trop grande, qu'elle laissa tomber sur ses épaules nues, sans rien dessous. Pieds nus sur le parquet froid. Elle se regarda dans le grand miroir du couloir et se trouva belle, dangereusement belle. À 16h05, la sonnette ne retentit même pas. Elle entendit juste la clé tourner dans la serrure, elle lui avait donné un double la deuxième fois, au cas où. La porte s'ouvrit et se referma doucement. Théo apparut dans l'embrasure du salon, silhouette découpée dans la lumière grise de l'extérieur. Il portait un pull noir à col roulé qui moulait ses épaules et un jean sombre. Ses cheveux étaient humides de pluie fine.
Il posa sa boîte à outils par terre, mais cette fois il ne fit même pas semblant de l'ouvrir. Ils se regardèrent 2 secondes, peut-être 3. Puis il traversa la pièce en 3 enjambées, la prit par la nuque et l'embrassa comme on se jette à l'eau. Pas de salut, pas de comment vas-tu, juste sa bouche qui trouvait la sienne avec une certitude nouvelle, presque brutale. Claire sentit ses genoux fléchir, elle s'accrocha à ses épaules, répondit avec la même violence. Le goût de pluie froide sur ses lèvres, la chaleur de sa langue, l'odeur de sa peau mêlée à celle de l'automne. Il la souleva sans effort, la plaqua contre le mur du couloir, là où le papier peint ancien se décolle un peu. Ses mains glissèrent sous la chemise, trouvèrent la peau nue de ses reins, de ses seins. Il grogna contre sa bouche quand il comprit qu'elle ne portait rien dessous. Elle rit doucement, mordit sa lèvre inférieure. Ils ne montèrent pas à l'étage tout de suite. Le couloir, d'abord. Il la fit reculer jusqu'à ce que ses omoplates touchent la console en merisier. Un vase vacilla, tomba, se brisa sans qu'aucun des deux ne s'en tienne compte. Puis le salon. Elle le poussa sur le grand canapé en velours élimé, grimpa sur lui à califourchon, la chemise ouverte, les cheveux dans les yeux. Il la saisit par les hanches, la maintint tandis qu'elle ondulait lentement, juste pour le faire languir. Il jura entre ses dents, la tête rejetée en arrière, les mains crispées sur ses cuisses. « Tu me rends fou », souffla-t-il. « Tant mieux », répondit-elle en l'embrassant dans le cou, là où battait son pouls. Ils finirent par terre, sur le tapis persan usé, parmi les coussins tombés. Il la retourna doucement, écarta la chemise comme on ouvre un cadeau, embrassa chaque parcelle de peau révélée, clavicule, sein, ventre, intérieur des cuisses. Il prit son temps, comme s'il voulait graver chaque centimètre en lui. Claire se cambra, les doigts enfouis dans ses cheveux, le corps entier tendu comme un arc. Quand il entra en elle, ce fut lent, presque solennel. Ils se regardèrent dans les yeux, immobiles une seconde, comme pour mesurer l'ampleur de ce qu'ils faisaient. Puis le rythme s'accéléra, devint urgent, presque désespéré. Les gémissements de Claire se mêlèrent au crépitement de la pluie contre les vitres. Il murmura son prénom comme une prière, encore et encore. Ils migrèrent ensuite vers la cuisine. Elle assise sur le plan de travail en marbre froid, lui debout entre ses jambes, les mains dans son dos, la chemise tombée à terre. Puis la salle à manger. Elle à 4 pattes sur la grande table en chêne, lui derrière elle, une main dans ses cheveux, l'autre serrant sa hanche comme s'il avait peur qu'elle s'envole. Ils ne montèrent à la chambre qu'à la nuit tombée, épuisés, trempés de sueur, riant parfois sans raison. Là, ce fut plus lent, plus tendre. Il la prit dans ses bras, face à face, leurs fronts se touchant, leurs souffles mêlés. Il la regarda jouir, les yeux dans les yeux, et elle vit quelque chose se briser doucement en lui, la dernière barrière, la dernière honte. Après, ils restèrent longtemps enlacés, la couverture tirée jusqu'au menton, la pluie qui tambourinait sur les tuiles. Il traçait des cercles sur sa hanche, elle jouait avec les mèches humides sur sa nuque. « Je pense à toi tout le temps », avoua-t-il enfin, la voix rauque. Au boulot, la nuit, sous la douche, partout. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Moi aussi. Et je ne veux pas que ça s'arrête. » Il ferma les yeux, comme si ces mots le soulageaient et le terrifiaient à la fois. « J'ai 27 ans, Claire. Toi ? J'ai 54 ans, coupa-t-elle doucement. Et alors ? On est là. On est vivant. » Il l'embrassa, longuement, presque religieusement. « Je ne sais pas faire semblant, avec toi. Je ne sais plus. » Ils firent l'amour encore une fois, lentement, dans le noir complet maintenant, seulement guidés par le toucher et le souffle. Quand il se retira enfin, il resta allongé sur elle, la tête sur sa poitrine, écoutant son cœur. Elle caressa ses cheveux, sentit des larmes lui monter aux yeux sans raison précise. Vers 22 heures, il se redressa à regret. « Je dois y aller. J'ai un chantier tôt demain. » Elle hocha la tête, mais le retint par le poignet. « Tu peux rester dormir, tu sais. » Il hésita, puis secoua la tête. « Pas encore. J'ai besoin de respirer un peu, de comprendre ce que je suis en train de devenir. » Il s'habilla dans la pénombre. Avant de partir, il revint vers le lit, se pencha et l'embrassa une dernière fois, doucement, comme on dit au revoir à quelqu'un qu'on ne veut pas quitter. « Je reviens quand tu veux », murmura-t-il contre sa bouche. « Demain ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-taquine. Il sourit, un vrai sourire cette fois. « Demain, si tu veux. » La porte se referma. Claire resta allongée dans le lit défait, le corps lourd et léger à la fois, les draps imprégnés de son odeur. Dehors, la pluie avait cessé. Elle entendit sa camionnette démarrer, s'éloigner dans la rue déserte. Elle ferma les yeux. Elle savait désormais que ce n'était plus une parenthèse. C'était devenu une nécessité.
Novembre est arrivé sans prévenir. Les platanes de la rue Beaurepaire ont perdu toutes leurs feuilles. Le vent froid glisse sous les portes et fait trembler les vieux carreaux. Dans la grande maison de Saumur, le temps ne s'écoule plus de la même façon. Claire ne compte plus les visites de Théo. Il n'y a plus de prétexte, plus de robinet qui goûte. Il arrive désormais à n'importe quelle heure, parfois à midi, quand le soleil frappe encore les toits, parfois à minuit passé, quand la ville dort. Il a sa clé. Il entre sans sonner, pose ses affaires dans l'entrée, la trouve où qu'elle soit, dans la cuisine en train de faire du thé, dans le salon avec un livre, dans la douche, et il la prend dans ses bras comme on retrouve sa maison après un long voyage. Leur histoire s'est installée dans les interstices du quotidien. Il laisse une brosse à dents dans la salle de bain, un pull oublié sur le dossier d'une chaise, un paquet de cigarettes dans le tiroir de la table de nuit. Elle cuisine pour deux sans y penser. Ils font l'amour partout, sur le tapis du salon devant la cheminée allumée, dans la baignoire trop petite où l'eau déborde, contre la fenêtre de la chambre quand la lune éclaire la Loire comme un miroir d'argent. Il apprend les courbes de son corps comme on apprend une langue étrangère. Elle redécouvre le sien avec l'émerveillement d'une femme qui croyait avoir tout vu. Parfois il parle. Longmont. Il lui raconte son enfance à Montsoreau, son père maçon, sa mère partie trop tôt, les chantiers qui l'ont musclé avant même qu'il ait 20 ans. Elle lui parle du mariage qui s'est éteint doucement, des enfants devenus grands, de cette sensation d'avoir été effacé de la carte du désir à 50 ans. « Tu m'as rallumé », lui dit-elle un soir, la tête sur son torse. Il répond, la voix basse, « Tu m'as appris que je pouvais brûler sans me consumer. » Il y a des moments de doute, bien sûr. Un matin, après une nuit particulièrement intense, il reste longtemps silencieux, le regard perdu dans le plafond. « Un jour tu vas te lasser », murmure-t-il. « Tu vas rencontrer quelqu'un de ton âge, avec une belle situation, et tu vas te dire que je suis juste un gamin. » Elle rit doucement, passe la main dans ses cheveux. « Et toi, un jour tu vas vouloir une fille de 25 ans qui te donnera des enfants. Et tu te diras que je suis trop vieille. » Ils se regardent, comprennent que la peur est la même des deux côtés, et finissent par s'embrasser pour faire taire l'angoisse. L'hiver s'installe. Les jours raccourcissent, mais leur nuit s'allonge. Ils commencent à sortir ensemble, discrètement, un verre dans un bar de Fontevraud où personne ne les connaît, une balade nocturne le long de la Loire, emmitouflés dans le même manteau. Il lui tient la main dans la poche. Elle sent son cœur battre contre le sien. Un soir de décembre, alors que la première neige tombe en silence sur Saumur, ils sont allongés nus sous la couette, la cheminée qui crépite en bas. Théo dessine des cercles sur son ventre. « Claire, je ne veux plus que ce soit un secret. Je veux pouvoir t'embrasser dans la rue, t'emmener au resto, dormir ici sans regarder l'heure. Je me fous de ce que diront les gens. » Elle reste silencieuse un long moment. « Moi aussi, » finit-elle par dire. « Mais on ira doucement. Pour toi, pour moi, pour nous. » Ils n'ont pas parlé d'avenir précis. Pas encore. Ils savent seulement que ce qu'ils vivent est trop rare, trop précieux pour le briser par des promesses qu'ils ne tiendraient peut-être pas. Ils choisissent le présent, pleinement, passionnément. Le dernier soir de l'année, ils ouvrent une bouteille de champagne sur le toit-terrasse. Il grelotte dans son pull trop fin, elle a enfilé son vieux manteau de laine. À minuit, les cloches de Saint-Pierre sonnent dans la nuit froide. Il l'embrasse sous la neige qui tourbillonne. Bonne année, Claire. Bonne année, Théo. Elle pose la tête sur son épaule. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'a pas peur de ce qui vient. Le son que cette histoire murmure à l'oreille. Le désir n'a pas d'âge. Il peut frapper à 54 ans aussi violemment qu'à 20. Le corps garde la mémoire du plaisir, même quand on croit l'avoir oublié. Aimer, ce n'est pas toujours construire un avenir. Parfois c'est juste accepter de vivre pleinement, habiter le présent. Ce que les autres appellent convenable, n'a aucun poids face à ce que deux cœurs adultes décident ensemble. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour se sentir vivant, désiré, entier. Merci d'avoir suivi Claire et Théo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a fait battre le cœur un peu plus fort, si elle vous a donné envie de croire encore à la passion à tout âge, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Il y a déjà d'autres histoires interdites, sensuelles, bouleversantes qui n'attendent que vous. On s'y retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vos désirs. Ils sont plus vivants que vous ne le pensez.